On va aller ici à l'exemple 6 sur la page 11. Ici, je dis, attention si vous avez une réaction, une force P qui cause une discontinuité. Alors, on va voir pourquoi ici. Alors, je vais commencer ici au exemple 5 avant. Ensuite, on va aller là-bas. Alors, si on commence avec cet exemple 5, il est très simple. Alors ici, juste par inspection, parce que la poutre est symétrique et la charge est symétriquement placée sur la poutre, on a des réactions de 25 et 25 ici. Alors notre diagramme V va juste être comme ça. Ça, c'est notre diagramme V. Et si on fait notre diagramme M, si je calcule l'air ici, ça c'est mon delta M. Alors, il est de 50 kN/mètre. Alors, avec ça, je peux dessiner mon diagramme M. Il va ressembler à ça. Ça, les unités, c'est kN/mètre. OK? Pourquoi j'ai montré cet exemple? OK? C'est pour illustrer, parce que certains étudiants, ce qu'ils font, c'est pour trouver les réactions, ils trouvent les résultats des charges distribuées. Ensuite, pour dessiner le diagramme VM, il reste avec les résultantes, mais ce n'est pas le cas. Ok. Si vous avez une charge distribuée, il faut se rappeler qu'il y a vraiment une charge distribuée. C'est correct pour trouver les réactions, mais quand on va pour le diagramme VM, ça va changer le diagramme. Alors, ici, on a trouvé, il y avait une charge concentrée de 50 kN. Prenons cet exemple. Dans cet exemple, on a une charge distribuée. C'est la même résultante de force. Ok. Alors, ici, on a une résultante de combien? De 50. Je peux utiliser cette résultante pour trouver mes réactions. Je vais avoir les mêmes réactions ici. 25 et 25. Mais quand je dessine mon diagramme VM, est-ce que je peux utiliser ce 50 simplement comme ça? Non, je dois considérer la charge distribuée. Ça, c'est ma résultante. OK, c'est comme mon delta V, on a dit. Alors, mon diagramme V cette fois, il va être comme ça. Je commence encore une fois. Ça, c'est encore 25. Alors, je commence comme ça. Mais dans l'autre problème, on a vu, c'était constant jusqu'à la charge concentrée parce qu'on n'avait pas de charge distribuée. Alors, ça restait constant. Ici, on a une charge distribuée. Alors, mon diagramme V va ressembler à ça. OK, alors, il n'est pas le même. Et si je construis mon diagramme M, il va ressembler à ça. Ici, le moment, ça c'est mon delta M. Il va être égal à 25 kN/mètre. Ça, c'est 25 kN/mètre. Tout le monde a vu que les diagrammes V et M sont très différents d'ici et ici. Alors, je ne dois pas oublier que j'ai une charge distribuée dans le deuxième cas. OK, juste pour cette poutre, OK, c'est un type de poutre que vous allez toujours voir quand vous faites les designs des structures. OK, si j'ai une charge distribuée comme ça, avec une longueur L, c'est quoi le M max ici? Quelqu'un sait? C'est quoi? C'est juste WL carré au 8. On peut essayer ici. Alors, si je prends, on a 12,5 multiplié par une longueur de 4 au carré divisé par 8. Vous devriez obtenir
25 kN/mètre. OK? Alors, vous allez voir ça beaucoup. La déflexion ici, on n'a pas encore vu les déflexions. OK, c'est quoi la déflexion de ce type de poutre? Aussi, on peut le savoir. C'est juste ça. OK, on va voir ça plus tard, les déflexions. Mais je vous montre ça parce que c'est des types de poutres que vous allez voir encore et encore en pratique de génie civil ou génie mécanique. OK? Alors, ça, c'est ça. OK. Est-ce que je peux passer à la prochaine page? Oui? OK. Alors, ici, ça c'est un autre point. Attention si vous avez une réaction, une force qui cause une discontinuité dans le diagramme V. Alors, ici, lorsque je trouve les réactions pour cette poutre maintenant, alors maintenant on a une charge distribuée et une charge concentrée. Dans ce cas, mes réactions, ici, ils vont être 50 et 50. OK? Si je dessine mon diagramme V, normalement, on a dit l'air sous la charge distribuée, c'est mon delta V. Mais ici, on va faire attention. Qu'est-ce que ça va faire, cette force de 50? Ça va causer une discontinuité dans mon diagramme V. Il va y avoir un saut à ce point où on a le 50 kN. Alors, je ne vais pas trouver la résultante de toute cette charge distribuée lorsque je dessine le diagramme V. Je vais trouver cette partie. OK? Et j'appelle ça B et ça C. Alors ici, ça c'est delta V entre A et B. Qu'est-ce qu'on trouve ici comme résultante? C'est 25, c'est ça? Même chose ici. Je vais trouver le delta V entre B et C. C'est aussi 25 kN. Et on va voir pourquoi j'ai fait ça. Quand je illustre mon diagramme V, je vais commencer de 50 ici. Ensuite, j'ai un delta V de 25 entre ces deux points. Alors, je vais avoir une descente et ça va être linéaire parce que ma charge distribuée, elle est constante. Donc, je vais avoir une descente linéaire comme ça jusqu'à ce point. Ensuite, j'ai cette force concentrée de 50. Alors, je vais descendre de 50 comme ça. Et ensuite, je vais aller comme ça. Et tout le monde a vu pourquoi j'ai calculé les charges distribuées séparément. Parce que j'ai comme cette 50 kN qui vient faire une discontinuité dans mon diagramme. Alors, je fais attention de subdiviser ma charge distribuée. Et pour les réactions, c'est correct. Vous pouvez prendre toute la charge distribuée, mais quand vous allez pour calculer le delta V, il faut faire attention. OK, mon diagramme M ici, comment je trouve ça? Ça, c'est mon delta M AB. C'est l'air ici. Alors, delta M AB, c'est l'air sous le diagramme V entre A et B. OK, ici, j'ai quelque chose de trapézoïdal comme ça. Disons, ça c'est 50. Disons, vous avez quelque chose comme ça. L'air de ça, c'est quoi? C'est un demi A plus B multiplié par L. OK? Alors, si je fais ça, je vais avoir un demi 50 plus 25 et la distance ici, c'est 2. Si je fais ça,
Je trouve quoi? 75. OK. Alors, maintenant, je peux illustrer mon diagramme M. Ça, c'est mon diagramme M. OK. L'autre après. C'est bon? Yes. OK. On va faire un autre ici. Même tout ça, c'est pour illustrer ce point où on a des discontinuités. Alors, on va faire attention. Même chose ici. Si j'ai une réaction qui vient à l'intérieur d'une charge distribuée, c'est le même point. On a vu qu'on construit les diagrammes V. Les charges concentrées et les réactions sont traitées de la même façon. Ils ont le même impact sur le diagramme V. Alors ici, si on veut trouver ces réactions, c'est, ok, vous pouvez essayer plus tard. Vous devriez trouver une réaction ici vers le haut de 150. Et ici, ça va être une réaction vers le bas de 50. Ok, il faut trouver les réactions. Ok, ok, mais maintenant, quand je dessine mon diagramme V, je fais attention. J'ai une réaction qui est comme une force concentrée à l'intérieur de ma charge distribuée. Alors, je vais faire attention de calculer le delta V pour les deux parties. Alors, ici, j'ai mon delta V AB est égal à combien? C'est 25. Et ici, dans cette partie, j'ai delta V BC, il est aussi égal à 25. OK? Alors, maintenant, je peux dessiner mon diagramme V. On va commencer ici de 0, mais j'ai une force concentrée, alors je vais jusqu'à moins 50. On a calculé le delta V entre A et B, il est de 25 vers le bas, alors c'est moins 25. On va aller jusqu'à ici. Ensuite, j'ai ma réaction. Alors, ça va sauter de 150 jusqu'à 75. Ensuite, j'ai trouvé le delta V entre B et C, c'est 25. Je vais aller comme ça. Et ensuite, j'ai mes réactions qui est vers le bas de 50. OK? Mon diagramme V, cette fois, mon diagramme V, je veux dire, cette fois, il va ressembler à quoi? Je dois calculer ce delta M. Il est égal à 1 demi, je peux mettre moins parce que c'est négatif, 50 plus 75. Et ici, ça, c'est 2 mètres. 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Moins 125 kilonewton-mètres. OK? Mon diagramme M, il va ressembler à quoi? Il va ressembler à ça. Et pourquoi je l'ai dessiné comme ça, la courbe comme ça? Je dois voir
la variation de V entre A et B en valeur absolue. Qu'est-ce qui arrive à la variation de V entre A et B? Ça, en valeur absolue, ça augmente. Alors ici, la pente devrait augmenter. Alors c'est pourquoi j'ai illustré comme ça. Tout le monde voit que la pente augmente ici. Alors ça, c'est le truc pour savoir. Entre B et C, vous pouvez voir, ça diminue. Alors la pente devrait diminuer. Alors ça, c'est comment on le dessine. C'est clair, ces exemples? Oui. Alors, les prochains trois exemples, j'ai fait ça sur une courte vidéo. Et ça s'appelle Suite des exemples. Est-ce que tout le monde a fait ou est-ce que vous voulez que je le fasse ici? Combien d'entre vous l'ont fait? Une? OK. Quelques-uns. Est-ce que j'allais vous faire quelques autres exemples supplémentaires? Mais si vous voulez, on fait celle-là. Qu'est-ce que vous voulez? Et on va juste les faire rapidement. OK, mais il y a une vidéo qui les fait lentement en ligne. Alors, si on prend cet exemple, alors pour cet exemple, on a- alors ici on a le même sorte de situation qui arrive. On a une force concentrée ici due à cette réaction qui coupe cette charge distribuée. Alors, je vais trouver la résultante ici. Ça, c'est delta V A B. Qu'est-ce que j'obtiens? 100 kilonewtons. Ensuite, je vais trouver celle-là. Ça, c'est delta V B C. Ça, c'est aussi 100. Ensuite, j'ai celui-là. Ici, ça, c'est delta V C D. Et il est de 600 kilonewtons. OK? Alors là, la charge distribuée, c'est mon delta V. Et maintenant, je peux dessiner mon diagramme. Alors, je vais commencer d'ici de point A. Ça, c'est mon diagramme V. OK, je commence d'ici. Je commence de 0. J'ai 160 au début qui va vers le bas. Alors, moins 160. Ensuite, j'ai trouvé un delta V entre A et B de 100. Alors, je vais descendre jusqu'à combien? Exact. Moins 260. Ensuite, j'ai ma charge concentrée, réaction concentrée de 620 vers le haut. Alors, je vais sauter vers combien? OK. Jusqu'à ici. 360. Ensuite, j'ai le delta V entre B et C. J'ai calculé c'est 100. On va réduire comme ça. Jusqu'à 260. Ensuite, j'ai trouvé un delta VCD de 600 pour la charge distribuée entre C et D. Alors, je vais descendre jusqu'à 340, comme ça. OK? Ensuite, on peut calculer les delta M. On a dit l'air sous la courbe.
V est égal à delta M. OK? Comme l'air sous la charge distribuée, c'est égal au delta V, avec le même principe, l'air sous la courbe V est égal à delta M. Alors, je peux calculer toutes ces delta M. A, B, C, D. On va s'appeler ça C prime. On en a besoin de cette distance plus tard. On va juste les mettre ici. Delta M, A, B. Si vous calculez l'air sous cette forme trapézoïdale, vous allez trouver moins 420. Delta M entre B, C. Si vous calculez encore l'air, ça va faire plus 620. Delta M entre C et C prime, on trouve 281,67. OK? Delta M entre C' et D, je trouve moins 481,67. Et comment j'ai trouvé le 281,67? J'ai besoin de cette distance ici. X, on peut dire X'. OK? Comment je l'ai trouvé? J'ai juste fait V est égal à 260 et j'ai une charge distribuée de 120 kN multiplié par X'. Je mets ça égal 0. Je vais trouver X' égal à 2,167 mètres. Je vais vérifier. Non, il y a quelque chose de pas correct. 260. Yes, OK, c'est correct. Alors, 2,167 mètres. Alors, j'ai besoin de cette distance pour calculer l'air sous le triangle, right? Entre C et C'. C'est pourquoi j'ai besoin de ça. Alors, avec ça, je peux dessiner mon diagramme M. Il va ressembler à ça. Moins 420 plus, plus 620. Alors, je vais aller jusqu'à 200. Ensuite, je vais continuer comme ça jusqu'à 481,67. Il va aller comme ça jusqu'à 0. OK, vous avez vu ici, en V equals 0, on a un pic dans non, un certain maximum dans mon diagramme M parce que je vais avoir un changement de courbure dans le diagramme. OK? Donc, ça, c'est cet exemple. Pour savoir comment on illustre les courbes comme ça, c'est avec la valeur absolue de V. Par exemple, on peut faire un exemple. Si on prend la valeur absolue de V entre A et B, qu'est-ce qui arrive aux valeurs absolues de V entre A et B? Ça augmente. Alors, la pente devrait augmenter. Alors, ça, c'est pourquoi on a illustré ça comme ça. La pente, vous voyez, ça augmente ici. OK, la pente augmente. Et c'est le même principe que vous allez utiliser pour le reste des courbes pour savoir la courbure. OK.
Et tout le monde a terminé ici? Yes. OK, celui-là. Celui-là est facile. Alors ici, faites attention. Ici, on a une réaction vers le bas de 120 et ici, une réaction vers le haut de 1020. OK, il faut faire attention avec cette force concentrée qui est ici parce qu'elle n'est pas sur le centre, l'axe centroïdal de la section, OK, ou de la membrure. Alors, ça va causer un moment, cette force. Alors, ce que je peux faire, j'ai expliqué ça dans la vidéo qu'on a vue en ligne. Je peux prendre une force ici. J'oublie pas qu'il y a une force. Il y a une force ici. Oups. J'oublie pas qu'il y a une force. Et je ne sais pas pourquoi il veut aller en bas. On va le faire manuellement. Alors ici, on a une force de 400 pounds et on a une force à une certaine distance de un pied. Alors je vais aussi ajouter un moment ici. Ça, c'est équivalent de 400 pounds foot. Comment j'ai obtenu ça? Juste 400 pounds multiplié par un pied. Et quand vous avez une force à une certaine excentricité, vous pouvez faire ça. Transférer la force au point central et ajouter un moment. Et c'est équivalent, ça. Alors, maintenant, je peux dessiner mon diagramme VM. Alors, pour le diagramme V, qu'est-ce qu'on a? C'est très facile. On a moins 125. Ensuite, le 400 pounds foot, est-ce qu'il affecte mon diagramme V? Non, parce que c'est un moment concentré. C'est comme une réaction concentrée. Vous avez vu, les forces concentrées, les réactions concentrées, ils affectent le diagramme V. De la même façon, les moments concentrés ou les réactions de moments concentrés, ils affectent le diagramme M. Ils vont causer une discontinuité, un saut dans le diagramme M, mais ils n'affectent pas le diagramme V. Alors, je reste comme ça. Je continue jusqu'à ici parce qu'il n'y a pas de charge distribuée. J'ai mon 1025, ça va monter comme ça jusqu'à 900. Ensuite, ça reste constant comme ça et on descend. Et c'est juste comme ça. Et pour le diagramme M, maintenant, toujours on commence notre diagramme M de 0. Mais c'est quoi ce qui va causer quelque chose qui n'est pas 0 ou qu'est-ce qui va... C'est si on a une réaction M ou une force concentrée M. Right? Ça cause un saut dans mon diagramme. Alors, je commence de 0 quand même, mais j'ai 400 pounds foot. Le 400 pounds foot, il va dans quel sens? Il va, il est comme ça. Alors, ça c'est counterclockwise ou anti-horaire. On a vu dans les règles, si on a ça, on a un saut négatif dans le M. OK, si j'avais clockwise, c'est l'inverse. Alors, j'ai ici négatif. Moi, je vais aller comme ça jusqu'à moins 400 pounds foot. Et ensuite, si je calcule ça, ça c'est mon delta M. C'est A, B, C. Delta M entre A et B, c'est combien? C'est moins 500 pounds foot. Ici, ça c'est delta M entre B et C. C'est 900 pounds foot. Alors, si je fais ça, je vais aller comme ça et comme ça.
Ça, c'est moins 900. Ça, c'est mon diagramme M en foot. J'y pense. C'est clair, ça? Il nous reste un dernier. On a terminé. OK. On va faire le dernier. OK, alors ici, c'est un bon exemple. Il y a trop de choses qui arrivent ici. Alors, ici, c'est la même chose parce que j'ai cette force concentrée de 4. Je dois la porter comme au centre ici de la poutre. OK, alors je vais le mettre comme une force de 4 plus un moment de 4 kN. Comment on a obtenu ça? On a juste multiplié le 4 par la distance 1 mètre. Oui. Euh, exactement. La règle, c'est si on a quelque chose de anti-horaire, c'est un saut négatif. OK? Horaire, c'est saut positif. OK? Une façon facile de se souvenir, par exemple, si vous avez un cantilever beam, OK, comme ça, toujours si c'est loading régulier, OK? Quelque chose de typique. Vous allez toujours avoir un moment comme ça, anti-horaire, negative moment. OK? Alors, le moment diagram va être comme ça. Alors, toujours les moments concentrés anti-horaires, ils causent un moment négatif. OK? Hey, OK, c'est bon. Bonne question. OK, alors maintenant, on peut aller à cette poutre. Alors, ici, je peux voir, j'ai une réaction ici, une réaction ici, réaction ici, réaction ici. Si on calcule le SI, OK? Si j'avais pas le rotule interne ici, je trouverais si, et ignorons qu'il y a ça, OK? Faisons le calcul. Si on fait ça, imaginons qu'il n'y a pas de rotule interne ici. C'est quoi le SI? Le nombre d'éléments moins, comment on l'a fait? Maintenant, je ne me souviens pas. OK. C'est reactions moins, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est 3N ou quoi? J'essaie de me souvenir. Yes. On va juste faire attention de ne pas donner quelque chose qui n'est pas correct. Yes. Et c'est juste ça. Ça, c'est la formule de SI. Le nombre de réactions moins 3 times le nombre de segments. Alors, j'ai 4 réactions moins 3 multiplié par 1, je trouve 1. OK? Mais ça, c'est sans la rotule interne. OK? Mais ici, on a une rotule interne ici. Et en réalité, on a une rotule interne ici. Alors, si je calcule le SI maintenant, ça sera quoi? On a encore combien de réactions? Est-ce que c'est 4?
Combien de réactions? On se souvient comment faire le SI? Et le put, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir pour le tri, c'est trop simple. Mais pour les puts, si on a une rotule interne, on a dit on sépare la porte en deux parties, right? Alors, on va avoir deux parties. Et le nombre de réactions, ça ne va pas être 4. Ça va être 4 plus la force axiale interne, l'effort tranchant interne et le moment est 0. Alors, 4 plus 2, 6. Et le nombre de parties, parce que je sépare la poutre en deux parties, c'est 2. Alors, je trouve 0. Alors, ça, c'est isostatique. Et si je n'avais pas cette rotule interne, c'est hyperstatique. Ce n'est pas impossible de le résoudre, mais vous devez prendre le prochain cours. Ok, ils vont vous expliquer comment le faire. Mais ici, il est isostatique, alors on peut le résoudre. Ok. Alors, on va faire ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver les réactions. Alors ça, c'est ce qui est un petit peu compliqué dans cette poutre. On doit comprendre qu'il est isostatique. On comprend qu'il y a un rotule interne. Alors, à ce point, je sais M equals 0, à ce point où on a notre rotule interne. Alors, ce que je vais faire, je dois séparer la poutre au point où j'ai la rotule interne. On a expliqué ça. On va voir ce segment et ce segment. Je vais commencer avec ça, le DCL1, ici. Alors ici, je peux mettre mes forces internes. Alors j'ai dy et dx. OK, je ne vais pas faire toute la solution. Vous pouvez essayer plus tard. Vous allez trouver que RE est égal à 1 kN vers le haut. Et vous allez trouver que dy est égal à 1 kN vers le haut comme supposé et dx equals 0. Il faut faire l'équilibre sur ce DCL1. Right? Ça, c'est notre DCL1 que j'ai pris ici. Pourquoi j'ai pris le DCL1? Parce qu'on a maximum trois inconnus. Okay? J'ai trois équations d'équilibre. Je ne peux pas avoir plus d'inconnus que ça. Ensuite, je vais transférer ça ici. Alors ici, je vais mettre dx equals 0. Et ici, le dy va être vers le bas, comme ça. Et on a trouvé c'est 1 kilonewton. Est-ce que je peux maintenant trouver les réactions ici? RA et RC. Et même, il y a ici RAX. Oui, on peut trouver tout ça. Right? On va trouver que celui-là est equal to 0. Celui-là va être égal à 2,5. Celui-là va être égal à aussi 2,5. Ok, alors ça, c'est la première chose. On doit être capable de trouver ces réactions. Et maintenant que je sais les réactions, est-ce que je peux dessiner mon diagramme VM? Oui. Et alors, je vais juste vous donner une seconde pour ceux qui veulent noter. En haut. On a terminé? Yes? OK. Et ici, on a terminé. Alors, on a trouvé toutes les réactions et tout ça. Alors, ils sont indiqués ici. Alors, maintenant, je peux dessiner mon diagramme VM. Alors, diagramme V, rapidement. Alors, le diagramme V, je commence de 2,0. Je vais en haut sauter jusqu'à 2,5. Ça, c'est kilonewton. OK. Ensuite,
J'ai pas de charge distribuée, alors ça va rester jusqu'au 4 kN. Ensuite, ça va descendre de 4. Donc, je vais être à moins 1,5. Ensuite, je reste comme ça jusqu'à ici. Je continue, je continue. Ensuite, j'ai 2 kN vers le bas. J'ai manqué quelque chose ou pas? Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a une réaction. OK? Alors, je reste jusqu'à ici. Ensuite, j'ai 2,5 vers le haut. On va sauter comme ça jusqu'à 1. Ensuite, je reste jusqu'à ici. Ensuite, j'ai 2 vers le bas. OK, ça ferme. Ça veut dire que j'ai fait les choses correctement. OK, mon diagramme M, maintenant. Mon diagramme M. Alors, le diagramme M, je vais commencer de 0. Je n'ai pas de moment concentré, alors je commence de 0. Ensuite, ça va aller linéaire jusqu'à ici. Je dois calculer ce delta M. Il est de quoi? 5. Ici, ça c'est delta M moins 3. Ici, ça c'est une delta M qui est égale à 3. Ici, le delta M égale à moins 1. OK, alors je vais jusqu'à ici. Je vais aller jusqu'à 5. Ensuite, j'ai un moment concentré de 4 kN/m. Cette fois, il va dans quelle direction? Il est encore anti-horaire, counterclockwise. Alors, c'est un saut vers le haut, vers le bas ici. Vers le haut, vers le bas. Vers le bas. Counterclockwise, toujours vers le bas. Bas. Alors, je vais descendre ici jusqu'à 1. Ensuite, j'ai trouvé un delta M de moins 3. Donc, je vais aller jusqu'à ici. Minus 2. Ensuite, j'ai trouvé un delta M de plus 3. Donc, je vais aller jusqu'à ici. Et ensuite, c'est comme ça. Alors, ça, c'est mon diagramme M. Si je n'ai pas dessiné ça 100% accurate, OK? Je vais juste le faire un petit peu mieux. Ça va être comme ça. OK, tout le monde voit qu'à la rotule interne, dans mon diagramme M, il est 0. Et si je l'illustre bien, ça va être 0 comme ça. C'est bon? Alors, ça, c'est les exemples. Alors, il y a un tutorial qui fait encore plus d'exemples sur ça, si vous avez encore des troubles sur les diagrammes VM. OK. Et je vais aller maintenant à la semaine 4. C'est la matière de cette semaine. Alors, on a terminé ici pour que je ferme. OK. Semaine 4, c'est trop facile. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait les propriétés géométriques. Parce que jusqu'à maintenant, semaine 1 à semaine 2 et 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu comment trouver les forces internes.
avec force interne et dessiner un diagramme VM. L'autre chose qu'on a besoin pour être capable de calculer les contraintes, c'est les propriétés géométriques. Alors ça, c'est ce qu'on fait dans la semaine 4. Il y a le centre de gravité et il y a le moment d'inertie. OK? Il faut juste savoir la procédure, c'est trop simple. Alors, on a vu la majorité des exemples ici en ligne. Alors, encore une fois, j'ai remarqué, beaucoup ne font pas les choses en ligne. Il faut les faire. Alors, j'ai fait trop d'exemples en ligne. On a fait le centre de gravité. On a fait cet exemple ici. Et on a illustré diverses façons de le faire. On a fait ce deuxième exemple, ce troisième et celui-là. Alors, ça illustre toutes les choses que vous devez savoir pour les centres de gravité. On va faire un aujourd'hui ensemble. OK? Et ensuite, on a vu les moments d'inertie pour les mêmes types de sections. Comment trouver le moment d'inertie X, comment trouver le moment d'inertie Y. OK? Ça, c'est important pour les contraintes de flexion. Vous allez voir, on utilise les moments d'inertie et le centre de gravité. Alors, on a vu tous ces exemples ici. OK? Et on a même vu cet exemple. Alors, on va aller à l'exemple ici. Ici, ça fait un sommaire des deux leçons, l'exemple que je vais faire avec vous. On va trouver le centre de gravité, mais on va aussi trouver le moment d'inertie X et Y. OK? Alors ici, dans ce problème supplémentaire, il est sur la page 4.1 de la page 7. OK? J'allais faire un exemple supplémentaire. Est-ce que quelqu'un veut une feuille pour suivre? Oui? Ceux qui n'ont pas le... Quelqu'un d'autre? Une feuille blanche. OK. Alors, ici, ce qu'on veut faire, c'est on veut trouver le centre de gravité de la section. Pourquoi ça c'est important? On va voir dans les contraintes normales de flexion. Et je dois savoir c'est quoi la position du centre de gravité. Pourquoi? Parce qu'on va voir quelque chose qui s'appelle l'axe neutre à ce point. Alors, pour être capable de calculer les contraintes, je dois savoir la position de ça. Et je dois aussi savoir les moments d'inertie. Alors ici, on va trouver ça, plus on nous demande trouver Ix, Iy et IXY. OK, alors, on va commencer avec le CG, centre de gravité. Alors, on va faire un tableau. Alors, ici, je vais séparer ça en plusieurs formes. Alors, je vais appeler ça la forme 1, ici la forme 2 et ici la forme 3. Alors, j'ai ici la forme 1, 2 et 3. Ensuite, pour calculer le centre de gravité, j'ai besoin du X bar ici. C'est juste sum of AI, XI, divisé par sum of AI. Et Y bar, c'est sum of AI, YI, sum of AI. OK? Et je dois calculer ces distances X et Y par rapport à quoi? Par un point de référence que je peux choisir. Ici, ils nous donnent ça. OK? Mais s'ils ne nous ont pas donné ça, est-ce que je vais le mettre quelque chose comme ici? Pourquoi je le mets ici, par exemple en bas ou en haut? Parce que je sais qu'on a une section symétrique. Au lieu de calculer le X bar, je sais il est sur cet axe. Tout le monde est d'accord? Ça, c'est un axe de symétrie ici. Alors, sûrement, je vais mettre mon point de référence sur mon axe de symétrie parce que ça va me sauver le calcul de ça. Je sais, il est sur cet axe de symétrie. Alors, ça, c'est pourquoi ils ont mis le 0, 0 là-bas. OK? Je peux le mettre en haut, en bas, c'est la même chose. Je vais obtenir la même réponse.
OK, mais toujours les points, les coordonnées que je vais trouver, c'est être par rapport à mon point de référence. Si je le mets en bas, je vais trouver certains chiffres. Si je le mets en haut, je vais trouver d'autres chiffres, mais c'est le même point, c'est parce que c'est par rapport au point de référence qu'on choisit. OK? Alors, on va calculer le AI de chacune de ces formes. Si je commence avec le rectangle ici en bas, qu'est-ce que j'obtiens pour AI? J'ai 30 multiplié par 18, ça me fait 540. OK? Pour la forme 2, alors j'ai pris cette forme au début, celle-là. Si je prends la deuxième forme, j'ai 26 multiplié par 20, ça me fait 520. Ça, c'est celle-là. OK? Ensuite, j'ai mon cercle. Mon cercle, c'est juste l'aire d'un cercle. Vous pouvez le faire. Et on a un diamètre de 14. OK? Ici, ce n'est pas donné dans la question. Il est au centre du rectangle. Il manque une distance. OK? Mais supposez qu'il est au centre, exactement au centre du rectangle. Alors, si je calcule ça, un cercle avec un diamètre de 14, je vais obtenir moins 154. On fait un négatif, OK? Parce que j'enlève cette forme. Donc, moins 154. OK? Ensuite, j'ai les distances x, y, x et y, i. Le x, ils vont tous être 0. Pourquoi? Parce que je suis sur l'axe de symétrie. Alors, il n'y a pas de x pour toutes ces formes. Le y, i, si je prends pour la première forme, c'est quoi le y, i pour la première forme? C'est combien? 0? Y. Par rapport à ce point ici de référence. 9. Exact. 9. OK, pour la forme 2, c'est combien? Combien pour la forme 2? 31. Pour la forme 3, elle est au même point, 31. OK, je vais du point de référence ici. Reference point, ici. Ça, c'est ce que j'ai choisi. OK, ensuite, je peux calculer le AI, Ici encore, ils sont tous 0. Je peux calculer le AI, ici. Ça, c'est 4860. Ça, c'est 16 020. Et ça, c'est moins 4770. OK? Ensuite, je vais prendre cette somme. Cette somme, c'est 906. Cette somme, c'est 16 210. Ça, c'est les unités, c'est millimeters squared. Ici, c'est quoi les unités? Millimeters cube. OK? Ensuite, je peux dire x bar equals 0. Et pour y bar, je peux le calculer. Yes. C'est 16 000. Je trouve quoi? OK?
17.89 mm. Ça, c'est par rapport à mon point de référence. Alors, mon axe CG, il est quelque part ici, très proche du 18 ici. 17.89. C'est difficile à voir, hein, le rouge? Oui. Le 31, je commence toujours du point de référence et je vais jusqu'au centre de gravité de la forme simple. C'est où le centre de gravité de cette forme simple? C'est 18 plus 26 divisé par 2. Right? C'est correct? Tu obtiens 31. Et cette distance. De ici jusqu'au centre de la forme simple. C'est correct? OK. Très simple. Ça, c'est comment on trouve le CG. La seule chose qu'on a fait attention ici, parce que j'ai enlevé cette forme, j'ai fait attention de mettre moins ici. Moins. OK. Maintenant, on va trouver le moment d'inertie. Alors, il n'y a pas beaucoup de place. On va essayer d'utiliser la place disponible. Alors, pour IX, qu'est-ce que je dois utiliser? Quel théorème? On appelle ça quoi? Théorème de quoi? Ceux qui ont vu Theory. Théorème des axes parallèles. IX, c'est juste la section totale. Parce que ça, c'est ce qui est utile pour moi. C'est la somme de IXI plus AI DYI au carré. Comme ça. Alors, je vais faire un tableau pour trouver tout ça. Alors, encore une fois, j'ai ma forme. Je vais calculer le IXI de chacune de ces formes. Si j'ai un rectangle comme ça, il y a un tableau qui donne toutes ces choses. Mais si j'ai un rectangle avec une base ici, H comme ça, il faut se rappeler, c'est quoi le moment d'inertie ici, IX de ça? Est-ce que je dois aller dans le tableau pour un rectangle? Vous allez toujours voir des rectangles. C'est quoi le IX d'un rectangle? BH cube exactement sur 12. OK? Le IY, c'est juste H B cube sur 12. Alors, je vais me rappeler de ça. OK? Alors, Ax de la première forme, vous pouvez le calculer, c'est 14 580. Comment j'ai obtenu ça? J'ai fait 30 multiplié par 18 cubes sur 12. Et on obtient ça? Ça, c'est ce qu'on obtient. OK? Je vais l'effacer. C'est correct parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. BH cube sur 12. 30 multiplié par 18 cubes sur 12. Ensuite, ici, je vais avoir AI, DYI. AI pour le premier, on a déjà trouvé, c'est 540. Le DYI, c'est quoi ça? C'est la distance entre l'axe X de la section globale et l'axe X de la section locale, la section simple. OK? Alors, c'est une distance perpendiculaire. C'est pourquoi j'appelle ça DY quand je calcule IX. Alors, le DY ici, il est de combien? Quelqu'un peut me dire? C'est quoi le DY de la première forme? Il devrait être
Si le CG est à 17,9 approximativement, la forme simple, son CG de la forme simple, c'est à 9. Alors, si je prends la différence, je vais obtenir le DY. Alors, c'est minus 8,9 ou 8,89. OK, je fais quelques arrondissements. Ensuite, je peux calculer AI dy au carré. J'obtiens ici 4200, non, 42 672. OK, je vous donne les chiffres parce que j'ai fait ça sur Excel. Peut-être il y a des petits arrondissements. Ensuite, on a ça. Ici, c'est 57 252. OK, je fais ça pour toutes les autres formes. Alors, pour la forme 2, on fait la même chose. Encore une fois, le IX, c'est BH cube sur 12. C'est quoi le BH cube sur 12 pour la deuxième forme? Calculez-le. Qu'est-ce que vous obtenez? BH cube sur 12. 20 multiplié par 26 cubes sur 12. 29 293. Tout le monde a obtenu ça? Approximativement? Yes? OK. Ensuite, l'aire de la forme 2, c'est 520. Le DY de la forme 2, c'est combien maintenant? OK. L'autre, pourquoi je suis allé moins 8,9? Pourquoi moins? OK, on va faire le carré. Alors, c'est pas correct. C'est correct ici. La seule chose, c'est quand on calcule le IXY, le signe est important. Donc, c'est bien de le mettre avec le bon signe. Je suis descendu en bas du CG de la section totale pour aller au CG de la section 1. Right? La forme 1. Son CG, si je vais du CG total jusqu'à la forme du CG de la forme simple 1, je suis descendu en bas. Alors, ça, c'est pourquoi c'est moins 8,9. OK, pour la forme 2, je vais aller en haut. Ça devrait être 13,1. OK, vous pouvez le vérifier plus tard. Ici, il est positif. Qu'est-ce que je suis allé en haut? OK, c'est quoi ça, ce 13,9? C'est de ici jusqu'à ici. Tout le monde voit ça? C'est du CG jusqu'au CG de la forme simple. Right, c'est cette distance ici. Celle-là. Il ne faut pas mettre toutes ces distances parce que ça va devenir un désastre, OK, le schéma. Mais il faut le voir visuellement. Alors, ça c'est 13,1. Si je fais ça, ça c'est 89 000. Yep. 89 381. Ici, j'ai 118 674. C'est possible, il y a des petits arrondissements. OK? Ensuite, la forme 3. La forme 3, c'est un cercle. Là, il faut aller dans le tableau. Le IX va être égal à quoi? C'est pi sur 64 d à la 4. OK, alors si vous faites ça, vous allez trouver moins 1885. D'où j'obtiens ça, le pi sur 64 d à la 4. Il y a un tableau qui donne toutes les choses des formes simples. Je vais essayer de l'ouvrir.
Yes. Theory. Et dans cette leçon, on a vu ça. OK, vous voyez ces tableaux? OK, ces tableaux donnent, comme par exemple pour le rectangle, on a vu c'est BH cube sur 12, le IY c'est HB cube sur 12. OK? Pour un triangle, c'est comme ça. Pour un cercle, tout le monde voit ça. Le IX égale IY est égal à pi D4 sur 64. Ça, c'est d'où j'ai obtenu ça. Alors, ça, c'est comment on obtient celle-là. J'ai mis un négatif parce qu'on enlève cette forme. Ensuite, ici, on a moins 154. Le DY ici, il est encore 13,1. Celui-là, c'est moins 26 446. Et celui-là, c'est moins 28 381. OK? Ensuite, je vais juste prendre cette somme. OK. Ensuite, je vais prendre cette forme ici. La somme, je veux dire. Alors ici, notre somme, ça me fait 147 594. Les unités pour les moments d'inertie, c'est à la 4. OK? Ça va toujours être positif pour le IX et le IY. On ne peut pas avoir un moment d'inertie négatif. OK, pour IX. Même chose maintenant pour IY. Pour IY, c'est le même principe. J'utilise le théorème des axes parallèles. Ici, c'est dx I au carré. OK. Encore une fois, je vais faire un tableau comme ça. Ça va être plus simple comme vous allez voir. Alors, 1, 2, 3. J'ai le I, Y, I. On va faire attention pour un rectangle. I, Y, c'est H, B cube sur 12. Et alors, si vous faites ce calcul, vous devriez trouver 40 500 pour la forme 1. Ici, ça c'est 17 333. Et ici, c'est encore moins 1185. Parce que, encore une fois, pour un cercle, le IY, c'est pi sur 64 d à la 4. OK. OK. Ensuite, j'ai le AI. Ça, c'est la même chose. 540, 520, moins 154. Ensuite, j'ai DXI. C'est quoi le DXI ici? Ils vont tous être 0. Right? Parce que l'axe Y global et l'axe Y de chaque section locale, ils correspondent, ils sont ensemble. Alors, il n'y a pas de distance perpendiculaire entre ces axes. Alors, dxi est 0. À cause de ça, ça c'est aussi 0. Alors, I, yi plus ai dxi carré, ça va juste être iy.
OK? Alors ici, j'ai 40 500. Ici, c'est 17 333. Et ici, c'est moins 1885. Je fais cette somme. Ça, c'est mon IY. C'est égal à, encore une fois, peut-être il y a des petits arrondissements, 55 949 millimètres four. OK? Là, dans un examen ou quelque chose, il faut le calculer comme ça, mais si vous avez le devoir, c'est plus facile de le faire dans Excel, right? Parce que vous avez toutes les choses. Vous pouvez utiliser Excel si vous voulez. Dans le devoir 4, c'est correct. OK, mais montrez comme des exemples de calcul, juste pour que le TA comprenne ce que vous avez fait. OK, alors, le IXY, est-ce que j'ai besoin de faire un calcul ici? Le IXY, ça c'est le produit des moments d'inertie. OK, on a vu, on va voir un exemple maintenant où il n'est pas zéro, mais ici il est zéro. Pourquoi? Parce qu'on a au moins un axe de symétrie. Alors, vous pouvez faire le calcul. Vous allez trouver ces zéros. Alors, faites pas le calcul. Quand vous voyez qu'il y a un moment, un axe de symétrie, au moins un axe de symétrie. Alors, les sections comme on vient de voir, comme ça, ou doublement symétrique comme ça, ils vont voir IXY égale 0. Et vous pouvez même voir ça dans les tableaux. OK, regardez les tableaux ici. OK? Par exemple, pour le rectangle, est-ce qu'il a au moins un axe de symétrie? Oui. Tout le monde voit que le IXY égale 0. OK? Même chose, ici, il y a un triangle qui n'est pas symétrique. Il ne va pas être 0. S'il était symétrique, il sera 0. Ce cercle, il est symétrique. Il a un axe de symétrie et un centre de symétrie, c'est 0. OK? Ce demi-cercle, il y a au moins un axe de symétrie, c'est 0. Tout le monde voit ça? Et c'est la même chose pour les formes composées aussi. Si vous avez au moins un axe de symétrie, il va être equal 0. OK? C'est bon cet exemple? OK. Tout le monde a terminé pour que je passe au prochain. All right. Alors, ça fait un sommaire, centre de gravité, moment of inertia. Vous pouvez voir les exemples web. Il y a beaucoup plus d'exemples là-bas sur ces deux concepts. On va aller pour un exemple qui fait le sommaire du produit des moments d'inertie. OK. Alors, on va aller ici. On va continuer vers la fin. Et juste avant ça, il y a certaines formes simples où je peux utiliser le théorème des axes parallèles et je vais arriver à la réponse. Mais il y a des formes simples où je peux utiliser des trucs pour faire ça dans une ligne au lieu de faire un tableau comme ça. OK? J'ai illustré ça ici. Par exemple, une section avec un vide comme ça qui est doublement symétrique. OK? Ça doit être doublement symétrique. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas marcher. OK? Dans ce cas, je peux choisir, par exemple, right? Je peux prendre, je peux prendre forme 1, forme 2, forme 3, forme 4, faire un tableau, etc. Je vais trouver je dois utiliser le théorème des axes parallèles. OK? Je vais trouver la même réponse que vous voyez ici, 5,52. OK? Mais ça va me prendre beaucoup de temps. Au lieu, je vais choisir les formes comme il est montré ici. Je vais prendre cette forme ici externe, OK? Et je vais enlever cette forme ici interne, comme ça.
Pourquoi je fais ça? Je vais quand même utiliser le théorème des axes parallèles. C'est quoi le théorème des axes parallèles? Et c'est ça. Mais parce que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver pour ces deux formes. Ça va être zéro. OK, alors ça va simplifier le calcul très rapidement et je peux le faire sur une ligne comme ça. Alors, j'ai juste besoin de cette composante ici et je peux prendre le BH cube sur 12 de la première forme, moins le BH cube de la deuxième forme, je vais trouver le moment d'inertie. Tout le monde a vu ça? Alors, si vous avez ça, ça c'est plus important lorsqu'on va dans l'analyse des poutres pour trouver les contraintes de flexion, etc. Si vous voyez des formes comme ça, faites pas un tableau et perdre de temps à faire ça. Vous pouvez le trouver rapidement. Un autre type de forme qui est beaucoup utilisé en génie, et c'est une forme avec section I. Encore une fois, ça marche si c'est doublement symétrique. Alors, si on a forme un, 2, 3 comme ça, je dois utiliser le théorème des axes parallèles. OK? Mais je peux utiliser un petit truc comme celui d'en haut pour simplifier les calculs. Si je prends ce rectangle ici en haut, moins ce rectangle ici au centre, plus ce rectangle ici, je vais arriver à cette même section. Pour ces trois, c'est la même chose. Dans tous ces cas, ça c'est zéro pour ces trois formes. Forme un, forme 2, forme 3. Tout le monde est d'accord? Le dy va être zéro parce que l'axe Y, l'axe X global et local, ils vont correspondre au même point. Right? Alors le dy va toujours être zéro. Alors je peux simplement le faire sur une ligne comme ça au lieu de faire un grand tableau pour trouver le moment d'inertie. Alors ça, c'est une autre section couramment que vous voyez. Vous pouvez le calculer sur une ligne. OK. Alors, allons à cet exemple. OK. Alors, ici, cet exemple, ça illustre une section où le produit de moment d'inertie n'est pas equal to zero. Alors, première chose, c'est centre de gravité ici pour cette section. Il est au centre de la section. On a un centre de... euh, on peut le trouver par inspection. Right? Ensuite, on subdivise nos éléments un, 2, 3, comme il est montré ici. Il appelle ça A, B, C. OK, j'ai fait un tableau ici juste pour montrer les mêmes choses qu'on a fait dans l'autre exemple. OK. Ensuite, on va juste calculer ici. Dans l'autre exemple, on avait fait le IX plus le ED au carré dans le tableau lui-même. Ici, ils le font comme tout seul sur, sur la feuille ici. Alors, ils font le IX de chacune des formes, le AY de chacune des formes. On ajoute tout ça, on trouve le IX et le AY. OK? Ensuite, on veut calculer le IXY. On a dit ici, on a un axe de symétrie, le IXY va être égal à zéro. Mais dans cette forme, par exemple, ou cette forme, et alors comme ça, et une forme comme ça, ou comme ils ont montré, dans ces cas, le AXY n'est pas égal à zéro. AXY n'est pas égal à zéro. Et ici, dans le deuxième cas, on a un centre de symétrie. Dans le premier, on n'a même pas un axe de symétrie. Alors, dans ces cas, il faut faire un calcul pour trouver le AXY. Comment on le trouve? OK? C'est comme ça. C'est encore une fois le théorème des axes parallèles. Comme ça. OK? Alors, c'est comme ça. Alors, on a déjà fait tout ça. Right? On a trouvé le A, on a trouvé le D, Y, DX. La seule chose qui manque, c'est ça. C'est celui-là. Alors, on vient de voir pour les formes simples.
qui sont par exemple rectangulaires. C'est quoi le IXY de ces formes? Ok, la forme A, B, C, c'est quoi le IXY ici? C'est 0, 0, 0. Ok, tout le monde est d'accord? Ok, parce qu'ils ont au moins un axe de symétrie, chacune de ces formes. C'est des rectangles. Right? Alors j'ai IXY égale 0. Alors j'ai juste besoin de ça. AI, dy, dxi. Ok, alors si on fait celui-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On fait attention ici. Maintenant, les signes sont importants. Tout le monde voit ici, par exemple, pour la forme 1A, c'est plus 200 parce qu'on est allé en haut. Moins 200 pour le forme C. Même chose ici. On fait attention. Ici, ça c'est moins 250 parce que je suis allé vers la gauche. Right? La forme A est ici. Et alors, pour le D, X, je vais de l'axe Y global de la section totale jusqu'à l'axe Y de la section locale. Alors, je suis allé vers la gauche. Ça, c'est négatif, right? Parce que on utilise un système de repères comme ça, X, Y. Vers la droite ou vers le haut, c'est positif. Vers la gauche ou vers le bas, c'est négatif. Donc, on va mettre ici moins 250. Alors que pour l'autre, celle-là, celui-là ici, on a positif parce que je suis allé vers la droite. OK? Alors, je peux calculer ça. Alors, si je fais ça, je trouve moins 1500 10 à la 6. Ça, c'est les unités, c'est millimeters for. Ici, c'est 0. Et ici, c'est positif 1000, pas 1500. Non, oui, oui, 1500. OK? Alors, j'ai ça. Oups. Alors, j'ai ça. Alors, si je prends la somme de ça, ça c'est 0. Et celui-là, c'est moins 3000 10 à la 6 millimeters for. OK, alors le IXY va être 0, moins 3000 10 à la 6. C'est moins 3000 10 à la 6 millimeters for. Tout le monde a compris comment j'ai fait le IXY? Oui? OK, vous avez vu, il n'y a pas des choses. La seule chose qui est nouvelle, parce que j'ai déjà calculé le dx, j'ai déjà calculé le dy avant, quand j'ai calculé le ix, le iy. La seule chose qui est nouvelle, c'est le AXY qui est 0. Right? Alors, j'ai juste besoin de faire cette formule ici. Alors, normalement, je n'ai pas besoin de faire trop de choses pour trouver le AXY. Mais vous voyez ici les 0. L'autre chose, vous trouvez c'est négatif. Et le IX, il va être toujours positif. IY va être toujours positif. Le produit des moments d'inertie, ça peut être négatif. Ici, on a trouvé négatif. Et pourquoi je fais ça? Donc, ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Pourquoi on fait ça? Parce que ça aussi, c'est dans la théorie. On a vu, il y a des axes aussi qu'on appelle des axes. Ils sont les axes principaux. OK? Si j'ai une section comme ça, comme ça, ou comme ça, les moments d'inertie principaux, on a appelé Imax et Imin. Imax va simplement être le maximum entre Ix et Iy. Et Imin va être le minimum entre Ix et AY. Et les moments d'inertie principales, ils vont correspondre aux moments d'inertie XY sur le même axe. Et ils ne changent pas, il n'y a pas une rotation. Mais pour la section comme on vient de voir, mais quand IXY
n'est pas égal à zéro. Dans tous ces cas, ix, y equals 0. Right? Ici et ici. Mais quand ix, y n'est pas égal à zéro, il faut calculer pour trouver I max et min. Alors, ça, c'est ce qu'on fait ici. Alors, ici, dans les parties précédentes, on a trouvé Ix comme ça. On a trouvé IY, il est de ça. Et on a trouvé le IXY, il est comme ça. Alors, encore une fois, si vous avez une section doublement symétrique, on vous demande, c'est quoi les moments d'inertie principale? Est-ce que vous avez besoin de faire un calcul? Non. Vous allez voir c'est quoi votre Ix et IY. Le plus grand des deux, c'est le Imax. Le plus petit, c'est le Imin. Mais si vous avez une situation comme ça où le IXY n'est pas égal à zéro, il faut le calculer. Avec ces formules ici, où on va faire une rotation pour trouver c'est quoi les axes maximales. OK, et ça semble que ce n'est pas utile, et- mais c'est utile dans le design. OK, il faut savoir c'est quoi ça. Quand vous allez faire le design des sections comme ça, qui ont comme une forme L, il faut savoir c'est quoi les moments d'inertie principales. OK, mais vous n'allez pas voir maintenant. Vous allez voir plus tard dans des cours avancés. OK, alors, on va calculer le Imax et le Imin. Comment on le fait? Le input, c'est le Ix, Iy, Ixy. On va juste utiliser cette formule. Ici, il y a un plus et moins. Alors, on va juste mettre les choses. On fait attention aux maths et on va calculer ça. Alors, à la fin, on va trouver une certaine valeur pour la première partie, plus ou moins la deuxième partie. Vous allez trouver le Imax et Imin. Alors, la plus grande des deux, c'est Imax. Alors, on trouve cette valeur. Et le plus petit des deux, c'est le Imin. Je vous recommande de le faire, ça, que juste pas regarder la page, qu'après le cours, essayez, parce que c'est très facile de faire des petites erreurs de maths. Alors, faites-le une fois pour que vous êtes confortable à le faire rapidement. OK? Alors, ça c'est le Imax et le Imin. Tout le monde a compris comment j'ai obtenu Imax et Imin. C'est juste avec cette formule. Parce que le IXY n'est pas égal à zéro, j'ai dû utiliser cette formule pour le trouver. Et j'ai pris la plus grande valeur comme Imax, la plus petite comme Imin. Ensuite, je dois trouver c'est quoi l'angle qui définit ces axes. Alors, il y a une formule qu'on voit ici. On va utiliser. Alors, j'ai expliqué dans la théorie comment on fait ça, mais lorsque vous allez faire ce calcul, encore une fois, vous allez mettre IXY, IX, AY, vous mettez toutes ces choses. OK? Ensuite, vous allez trouver ici, quand vous solutionnez, encore une fois, essayez ça. OK? Vous allez trouver quoi? Qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous allez trouver 2 thérapies est égal à 65,8 degrés. Therefore, thérapie est égal à moins 32,9 degrés. OK? OK. Ensuite, je dois savoir est-ce que cet angle, est-ce que c'est pour Imin ou Imax? J'ai appelé ça P1 et P2, axe P1 et P2. Alors, si je vois ici, je dois utiliser cette chose ici. Qu'est-ce qu'on a pour Ix minus Iy ici, dans notre cas? Est-ce qu'il est positif ou négatif dans notre cas? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Si j'utilise les valeurs ici, Ix c'est 2,9 10 à la 9 et Iy c'est 5,6 10 à la 9. Il est positif ou négatif? Négatif. Alors, on a cette chose qui est correcte. Alors, thérapie est égal à thérapie 2. Alors, therefore, c'est axe P2
est égal à I min. OK? Ensuite, alors ça, c'est ici, juste corriger, c'est négatif. Pas positif. Négatif. Alors, theta P2 est égal à, je vais mettre 2, est égal à moins 32,9. Ensuite, on a un angle et, donc ça, c'est la première chose pour savoir est-ce que c'est P1 ou P2. Ensuite, ici, on a un angle qui est négatif. Therefore, rotation, qui est quoi? C'est une rotation clockwise. OK, on peut mettre ici. Alors, theta P est égal à moins 32,9 degrees. Le IX minus IY, il est négatif. Therefore, il est relié à l'axe P2. OK? Qui est le I min. OK? Et ensuite, on a angle négatif. So, on fait une rotation clockwise vers P2. Donc, si je vais ici, je vais de l'axe X et je vais faire une rotation comme ça, comme ça. Alors, ça, c'est mon axe P2. Ça, c'est pour I min. Et je suis allé comme ça, 32,9 degrees clockwise, comme ça. J'ai commencé de cet axe. Axe X. Ça, c'est axe Y. Ici, ça, c'est le I max ici. Si je veux savoir celui-là, ça, c'est comment on l'a obtenu. C'est 51,1 degrés counterclockwise. Tout le monde a compris comment on fait ça? Alors, il faut faire un couple de ces exemples et c'est pas difficile. Il faut juste suivre une procédure. Alors, pour ces types d'exemples, comme j'ai mentionné, si vous n'avez pas fait les exemples web, s'il vous plaît, le faire. Il y a aussi, si vous avez encore du trouble avec, il y a un tutoriel qui fait encore plus d'exemples là-dessus. OK, c'est sûr, dans votre examen initiation, il va y avoir une question sur ça, les moments d'inertie, les centres de gravité, les choses comme ça. Et ça, c'est trop simple. OK? Alors, on a terminé cette leçon. Alors, si on voit dans notre... On est maintenant terminé la semaine 4. On va aller maintenant à la semaine 5. La semaine 5, encore une fois, il faut la faire parce qu'il y a trop d'exemples dans la semaine 5. Alors, il faut faire les choses avant de venir en classe. Ça, c'est la dernière matière qui va être sur l'examen mi-session. Alors, l'examen mi-session, ça va couvrir jusqu'à la fin de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Comme j'ai mentionné pour l'examen mi-session, il est le 12 février, le mercredi 12 février. Alors, faites attention, il va être le soir au pavillon site. OK? L'examen mi-session, il ne va pas avoir de théorie. C'est juste des exemples. OK? 3 à 4 questions et les sujets de semaine 2 à 5. Alors, dans la semaine 2, qu'est-ce qu'on a vu? On a trouvé comment trouver les réactions, les forces internes. Dans la semaine 3, on a vu comment dessiner les diagrammes VM. OK? Dans la semaine 4, on vient de voir les centres de gravité, moment d'inertie. Et il va y avoir une question sur la semaine 5. OK? Oui. Ben oui, la contrainte de déformation, c'est la base. OK? Mais je vais me concentrer sur les semaines 2 à 5. OK? Étudier ces semaines. Il y a aussi une feuille de formule. Vous pouvez commencer à la faire dès maintenant. Si vous allez dans la section documents PDF, vous allez trouver une feuille de formule.
il y a une place vide. Vous pouvez mettre vos notes sur cette place vide. Parce que l'examen, il est livre fermé, mais vous pouvez apporter cette feuille de formule. Et alors, vous pouvez commencer à la préparer. La dernière chose, c'est pour le projet. Le projet, la semaine prochaine, le vendredi, il faut remettre votre premier devoir du projet. Alors, il faut rencontrer votre équipe et commencer. Merci.